Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tout comme Jigsaw, on va jouer à un jeu. J'ai demandé à 4 collègues conteurs et conteuses de me décrire un tueur en série avec une petite particularité. Il fallait que ce tueur ait quelque chose qui leur ressemble, une méthode de tuer, un rituel avant ou après le meurtre, le choix des victimes, le nom du personnage, le caractère, n'importe quel indice ou clin d'œil qui vous ferait comprendre. Bien évidemment, je me suis amusée à participer aussi. Donc je vais vous lire 5 descriptions de tueurs différentes sans vous dire qui les a écrits. À vous dans les commentaires de jouer le jeu et de me donner la réponse. Le but est de ne pas tricher. Je vous dirai tout en fin de vidéo. Enfin, les auteurs en question vous diront tout. Attention, ne vous méprenez pas. Un tueur homme ne veut pas forcément dire que son auteur en est un et inversement. Soyez attentifs et écoutez bien. Donc, dans les participants, nous avons moi-même, L'étrange rendez-vous, Creepy Stories, Requiem et Piraku. Évidemment, je me suis amusée à pas vous les dire dans l'ordre parce que sinon ça serait trop facile. Allez, c'est parti, on va commencer par le numéro 1. Tueur numéro 1, le vampire de Chester. Ce tueur se faisait surnommer le vampire de Chester par la presse de l'époque, à cause de son modus operandi. Ses crimes se sont tous déroulés entre 1917 et 1942 dans la ville de Chester au nord-ouest de l'Angleterre. Le tueur n'a jamais été identifié. Nul ne sait pourquoi ces crimes se sont arrêtés brutalement. Ce tueur s'attaquait uniquement à des jeunes femmes entre 20 et 30 ans. C'était le seul point commun entre ses victimes, car elles venaient toutes de milieux très différents et aucune d'entre elles n'avait de traits physiques en commun. Seul leur âge était la caractéristique qu'elles semblaient partager. Les victimes ont toutes été retrouvées à leur domicile vidées de leur sang. Il ne restait plus aucune goutte de sang dans leur corps, mais fait encore plus troublant, aucune trace de sang n'a jamais été retrouvée à leur domicile, ni sur elles, laissant penser qu'elles ont été tuées et préparées ailleurs. En plus de n'avoir aucune trace de sang, les victimes ne présentaient pas non plus de traces de violence. Leur corps était intact, mis à part des traces de piqûres à différents endroits de leur corps. Le tueur devait commencer par planter une aiguille dans leur cou au niveau de l'aorte pour les vider de leur sang, puis les piquer à des endroits différents où du sang restait stagné afin de n'en laisser aucune goutte. Pour finir, le tueur se plaisait à mettre ses victimes en scène chez elles, jouant sur leur rigidité cadavérique pour leur faire prendre des pauses du quotidien. Chacune d'elles racontait visiblement une scène de leur vie passée. Une était en train de se coiffer, une autre dans sa baignoire, ou certaines dans des scènes obscènes. Les victimes ne présentant aucune trace de lutte laissent à penser qu'ils devaient les approcher et les mettre en confiance avant de passer à l'acte. Peut-être lorsque celles-ci s'endormaient, ou alors qu'elles étaient droguées. Tel un vampire, il devait éprouver un certain plaisir à faire tomber ses victimes sous son charme et à prendre leur vie en les vidant de leur sang par la suite. Cependant, nul ne sait ce qu'il faisait de leur sang par la suite. Était-ce du fétichisme? S'en abreuvait-il? Il devait avoir une raison, mais celle-ci nous échappe encore aujourd'hui. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'un crime vient d'être commis dans la banlieue de Chester. Une jeune femme, Wendy Cullen, âgée de 22 ans, a été retrouvée vidée de son sang dans sa baignoire, et un miroir à la main dans lequel elle se regardait. Le mode opératoire est exactement identique, à tel point que nous pensons qu'il s'agit d'un imitateur très bien renseigné, car même la presse n'allait pas jusqu'à relater tous les détails médico-légaux dans ses articles. Seuls les inspecteurs de l'époque qui avaient enquêté sur ces crimes connaissaient sa façon d'agir, mais plus aucun d'entre eux n'est en vie aujourd'hui. Alors soit l'imitateur est une personne qui a réussi à consulter nos archives, soit le tueur a une descendance ou un apprenti à qui il a enseigné ces techniques pour que celui-ci prenne sa suite. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps alors? Toujours est-il que le vampire de Chester est revenu, et il semble avoir soif de sang. Numéro 2, l'Oracle. En 1992 sévissait un homme qui se faisait appeler l'Oracle. De son vrai nom, George Wallace, il était persuadé de pouvoir prédire l'avenir. Il fit pas moins de 150 victimes avant qu'enfin il ne soit stoppé. Son mode opératoire était aussi tordu que simple. Tout d'abord, il commençait par séduire un homme ou une femme relativement fortuné. Puis après s'être approprié la fortune de sa victime, cette dernière finissait par avoir un accident ou mourir d'une maladie apparue subitement, voire de disparaître à tout jamais. Nous ignorons encore comment l'oracle arrivait à berner les assurances. Toujours est-il que grâce à sa fortune, il a pu mettre sur pied la secte, les enfants de Saturne. Leur but était assez commun. Ils espéraient échapper à la fin du monde prochaine. En revanche, leur but pour y arriver était nettement moins orthodoxe. En effet, ils croyaient dur comme fer que l'oracle avait des visions qui étaient envoyées par des Saturniens, des êtres semi-divins qui voulaient faire évoluer l'humanité à un stade supérieur. Et il était bien organisé le bougre. Il avait décomposé les membres de sa secte en 3 groupes distincts. Il y avait tout d'abord les novices, ceux qui devaient faire leurs preuves.
Ils étaient responsables en général des tâches ingrates comme la cuisine, le ménage, la chasse, la cueillette. Quand un novice effectuait suffisamment de petites besognes, il pouvait alors devenir un aspirant. C'est à ce moment-là que l'emprise de George Wallace était totale. Les aspirants avaient pour mission de collecter des fonds pour la secte ainsi que d'éliminer ceux souhaitant partir. On estime que George Wallace, alias l'Oracle, aurait supprimé de ses mains 80 personnes, le reste étant effectué par les autres membres du groupe. Comme il était très consciencieux, il a noté scrupuleusement toutes les actions qu'il entreprenait pour torturer ses victimes. Par exemple, ce petit coquin de George aimait couper les orteils des jeunes garçons. Et quand je dis jeune, c'est que lui-même avait consigné dans son petit carnet que sa préférence allait aux jeunes garçons de 3 à 14 ans au grand maximum. Bref, reprenons le bal des horreurs. Il aimait donc couper les orteils des jeunes gens, enfin, il aimait tout simplement commencer par là. Ensuite, ça pouvait varier, soit il attaquait le doigt ou le nez, mais si le sujet lui plaisait suffisamment, il le râpait. Enfin, pour être plus précis, il l'épluchait comme un fruit trop mûr. Si le malheureux gamin ne succombait pas suite à ce supplice, alors disons qu'il lui... Enfin, je me contenterai de dire qu'il aurait préféré 100 fois mourir que d'avoir ce vieux porc en lui. Bah finalement je l'ai dit. Bon, là je vous ai dit ce qui se passait pour les jeunes garçons, mais pour les autres, c'était pas bien plus enviable. La plupart des jeunes femmes étaient laissées au bon soin des aspirants, et les hommes adultes ou les vieillards étaient en général sacrifiés à la gloire des Saturniens. Ils prétendaient qu'ils pouvaient entendre, je cite, l'écho des Saturniens, et ainsi, il étendait la recommandation et les directives que prodiguait ce peuple extraterrestre. En d'autres mots, quand ses victimes étaient brûlées vives, il disait entendre des voix quasi divines. Mais à force de dire ce que ces enfants de Saturne voulaient entendre, il commit plusieurs erreurs, dont énormément d'incohérences sur les demandes des Saturniens. Ainsi, le 29 juin 1996, George Wallace, alias l'Oracle, fut écorché puis brûlé vif. Vous devez vous demander quels peuvent être les motifs de cette mort atroce, n'est-ce pas ? Eh bien, fatigués par les mensonges de leurs représentants, plusieurs aspirants se mirent à entendre les voix dans les flammes. Et toutes dirent la même chose. Brûlez-le. Tueur numéro 3, le tueur au cœur tendre. Nous étions loin d'imaginer que tous ces crimes étaient liés, tant ils étaient différents et semblaient avoir été exécutés par des motifs bien différents. De plus, la plupart de ces derniers n'ayant jamais été résolus, ils ont fini dans les journaux à sensation, tels que Détective, dans la rubrique Faits divers morbides. Pourtant, il en était tout autrement. Il a fallu cette lettre 20 ans plus tard pour comprendre. Mais revenons-en aux faits. 14 juin 1986, Aix-en-Provence. Madame Lestienne, femme au foyer, épouse de Monsieur Lestienne, Grégory, est retrouvée morte étranglée à son domicile. Très vite, le mari se retrouve premier inculpé et prend la fuite. Après des années de recherches vaines, le dossier sera classé sans suite, résonnant ainsi comme un crime passionnel comme il en existe tant. 26 avril 88, Rennes. Une famille d'un pavillon bourgeois de la banlieue de Rennes est retrouvée massacrée au milieu d'un tas d'ustensiles, qui semblent avoir servi pour leur infliger des sévices corporels. En effet, la mère porte plusieurs entailles dans le corps, faites avec un objet tranchant. Le père de famille a plusieurs doigts coupés, un œil crevé et de multiples bleus sur le corps. Mais surtout, comble de l'horreur, sont les deux enfants de la famille, Tom 13 ans et Amy 9 ans, qui sont les plus mutilés. Langue arrachée, bras coupés à la scie, etc. Une vraie boucherie. Malgré une enquête des plus approfondies, le meurtrier court toujours. Colmar, 1991. L'affaire de la nounou qui a secoué toute la région. Une nounou agréée retrouvée pendue devant le cadavre de 4 bébés dont elle avait la garde. Une vision horrible et qui a fait beaucoup de mal à cette profession. Beaucoup ont mis en doute la capacité de cette femme à s'occuper de nouveau-nés, mettant en avant ses fragilités psychologiques, la décrivait comme une névrosée en pleine dépression. Depuis, les contrôles sur les aptitudes pour exercer ce métier sont renforcés. Valenciennes, 24 juin 1994. Les résidents d'un EHPAD partis en promenade en forêt de Saint-Amand avec une animatrice et 2 aides-soignants sont portés disparus. Il faudra attendre 2 semaines plus tard pour retrouver les cadavres des 10 résidents et du personnel accompagnant dans un hangar désaffecté de la région. Certaines victimes étaient décapitées et leur tête était posée sur un corps qui ne correspondait pas. Un massacre qui avait suscité une vive émotion dans cette ville. Tous ces horribles meurtres étaient bien liés. Ils sont l'œuvre d'un seul et unique homme, Lestienne Grégory. Depuis,
surnommé le tueur aux sentiments. Ces crimes étant expliqués dans une longue lettre où toutes les raisons de ces derniers semblent liées à un constat, la perte de toute forme d'humanité dans chacun d'entre nous. Pour lui, l'humain est en perdition et ce depuis longtemps. Il explique comment sa femme n'a montré aucune tristesse quand il lui a annoncé qu'il la quittait, provoquant du coup chez lui une sorte de déception sans précédent. Lui qui voulait la faire souffrir pour se venger de ses nombreuses infidélités, faisait le constat amer que cette dernière ne l'avait certainement jamais aimé. Il l'a alors étranglée et a pu lire dans ses yeux tout un tas de sentiments, tels que la peur, l'incompréhension, avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Il décrit comment il a fait connaissance à Rennes avec cette famille bourgeoise, chez qui il a tout de suite décelé un manque flagrant d'empathie et d'intérêt les uns envers les autres. Il détaille comment après plusieurs jours de torture les uns devant les autres, ils étaient devenus plus solidaires que jamais, moins égoïstes, moins ancrés sur eux-mêmes. Et cette nounou qui n'exerçait que ce beau métier pour l'argent, se contentant d'apporter juste les soins minimums aux enfants qu'elle gardait, en oubliant de les aimer comme des petits êtres vivants, il explique comment cette dernière s'est effondrée quand il a mutilé les bébés devant elle. Elle le suppliait d'arrêter comme une vraie mère. Elle n'a d'ailleurs pas accepté le fait d'être responsable de ce massacre, de cette leçon qui lui était donnée au point de vouloir elle-même se pendre. Une opération qu'il a recommencée avec les résidents de l'EHPAD. Il ne supportait pas de voir comment le personnel soignant manquait d'empathie envers les résidents. Alors, il leur a appliqué la même sentence, en suggérant aux soignants de se mettre à la place de ces derniers. Une expression qu'il a d'ailleurs mise en scène en déposant la tête des soignants sur les corps plus âgés des patients. Il aime à penser que ces œuvres morbides, ces crimes aspireront à la réflexion et éveilleront moult sentiments à l'opinion publique. Que toutes ces mises en scène serviront à éveiller l'humanité qui sommeille en nous. Il termine en précisant qu'il a marqué une longue pause, mais qu'à ce jour, le constat sur l'époque dans laquelle nous vivons le force à reprendre ses activités, qu'il a nouveau besoin de donner des leçons à l'être humain, que ces derniers doivent à nouveau apprendre à s'aimer. C'est un fait, c'est bien ce qui nous inquiète. Notre grand sentimental de tueur est de retour. Numéro 4, la pie humaine. En fait, c'est dur de devoir parler de ça, et de vous raconter une histoire comme la sienne. Mais après tout, nous ne sommes pas là pour parler joie et bonheur, n'est-ce pas ? Été 1997. Une petite fille fait parler d'elle. Héloïse, 8 ans, a été retrouvée morte à une centaine de kilomètres de son lieu de vie habituel, les poumons gorgés d'eau et la peau flétrie. Oui, elle a été noyée, mais n'a pas été retrouvée dans un lac. Non, dans une poubelle, joliment habillée, bien coiffée, apprêtée comme pour une rentrée scolaire. Le visage presque souriant, avec une pointe de tristesse dans ses yeux. Héloïse n'est que la première d'une longue série d'horreurs. Été 98, c'est Léana qui a été retrouvée de la même manière. Cause du décès, noyade. Léana allait fêter ses 8 ans dans moins d'un mois. Elle a été retrouvée avec un ballon d'anniversaire accroché à sa main, une robe de princesse et des paillettes dans les cheveux. Mais la peur vraiment intense, se lisait sur son visage si froid. L'année suivante, Clémence, 8 ans et 5 mois. Je ne vais pas vous décrire car toutes les victimes se ressemblent et se répètent. Alors, je vais vous décrire le monstre en question. La pie humaine, comme aimaient l'appeler les journalistes de l'époque. Cette pauvre femme, entre grosses guillemets, a passé 6 ans, 6 années d'horreur et de torture psychologique pour tout parent, à kidnapper des enfants. Des petites filles de 7 ans, ni plus, ni moins. Des petites aux cheveux châtains. Sa méthode était simple. Elle emménageait en plein centre-ville dans une maison plutôt grande, toujours entre 70 et 90 mètres carrés. Avec cave qui bien sûr était grande et facilement aménageable, elle s'installait entre septembre et décembre, passait ce temps à refaire l'isolation phonique, installer des toilettes, une petite douche, ou au moins un évier pour avoir de quoi faire sa douche du matin. Isolation du sol pour ne pas prendre froid, petit matelas si la place le permettait, aménagement complet d'une chambre d'enfant, toujours très rose, très girly, avec parfois des peluches ou des posters. C'était une excellente bricoleuse. En même temps qu'elle s'installait et aménageait son petit coin, elle repérait les alentours et rendait visite aux différents voisins, arrivait toujours à se faire embaucher auprès d'enfants. Assistant d'éducation au collège pour repérer les petites sœurs, ATSEM en école, babysitter, tous les endroits où elle est passée, on a dit qu'elle était incroyablement gentille et serviable, que l'on n'aurait jamais pu imaginer une telle chose de la part de cette femme si dévouée et aimante. Quand elle l'avait trouvé l'œuf qu'elle voulait s'approprier, la petite fille qui lui plaisait tant,
Elle la ramenait chez elle. C'était une personne de confiance et rien ne pouvait laisser présager le contraire. Elle les prenait vers janvier et février, les gardait auprès d'elle, les nourrissait, comme pour se donner bonne conscience, leur donnait même des jouets. La pièce en question ne ressemblait en rien à une cave. Mais elle n'avait pas pour autant le droit à la télé, la radio ou les journaux. Tout support d'information extérieure était complètement proscrit. Elle les coiffait, leur parlait, mais elle ne devait pas répondre, pas pleurer, et surtout pas contredire le nom par lequel elle les appelait. Car même si la pie humaine était tendre avec elle, si jamais ces petites filles répondaient ou la contredisaient, la pie leur donnait une gifle si puissante que les petites en avaient la marque pendant plusieurs jours. Seulement, comme vous pouvez vous en douter, s'il y a eu plusieurs victimes, c'est qu'à la fin il y avait toujours une date fatidique. Le 23 août de chaque année marque la date de décès de chaque petite. La première était la meilleure amie de sa fille, sa vraie fille je veux dire, celle qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ces 2 petites étaient inséparables, on aurait dit des jumelles. Vous devez connaître cette bouille, celle de la gamine à qui il manque une dent et qui sourit tout le temps, en se demandant si la petite souris va venir la voir. Celle avec ses longs cheveux ondulés et un regard si mignon que même la plus grosse brute redevenait doux avec elle. C'était sa Maëlle, sa pauvre Maëlle, qui s'est noyée dans la piscine le 23 août 96, le jour de ses 7 ans. Jamais elle n'a supporté la douleur, la perte de cet être si cher à son cœur. Alors son cerveau a comme réagi pour combler ce vide abyssal, et a donc décidé d'accumuler les petites qui ressemblaient à sa fille. Après la dernière victime, elle s'est retrouvée en prison. La folie n'étant pas acceptée avec tant de précautions prises pour assouvir ses besoins, elle était obligée d'aller en prison et non en hôpital psychiatrique. Elle y est encore, mais parfois, certaines prisonnières trop jeunes se retrouvent dans ces pattes arachnéides et se laissent étouffer par un amour inconditionnel et irrationnel. La perpétuité n'existant pas en France, et la justice étant bien trop indulgente envers les femmes, combien de temps nous reste-t-il avant de retourner en 96 ? Numéro 5. La femme au masque. Cette jeune femme est née dans les années 2000 à peu près. À vrai dire, on ne sait pas exactement l'âge qu'elle a. On soupçonne qu'elle a entre 20 et 30 ans, avec une déformation au visage qui fait en sorte que celui-ci tombe uniquement du côté droit, ce qui lui vaut des tas de surnoms atroces, faisant référence à la monstruosité de son physique. Celle-ci n'a jamais connu l'amour, et personne n'a voulu d'elle. Les déchirures amoureuses lui ont fait péter un plomb et l'ont rendue complètement folle. Elle ne supporte plus personne, car le fait de voir des gens lui rappelle son complexe physique, et elle sait pertinemment qu'elle sera toujours un sujet de moquerie par n'importe qui. Rongée par la haine et la rage, elle ne contrôle plus rien, et se laisse bercer par l'amertume et le vide qu'elle ressent en elle. La vengeance face à ce monde sans pitié devient son but ultime. Mais comment prévoir quoi que ce soit avec ce physique, bien trop compliqué pour elle. Elle décide donc de choisir la simplicité absolue. Internet. Il est si facile d'être derrière un écran et de parler à quiconque. Nous portons tous un masque de toute façon. Et c'est ce que cette jeune femme décide de faire. Les gens ne sont pas assez méfiants malheureusement pour eux. Son mode opératoire est d'user de charme en montrant son corps magnifiquement sculpté sur les sites de rencontres, mais sans jamais montrer son visage. Et vous connaissez les hommes, n'est-ce pas ? Un corps peut suffire à les manipuler et les aveugler. Ce qui a valu un bon nombre de meurtres à sang-froid causés par cette femme. Il y a plusieurs meurtres qui ont été recensés ces 10 dernières années. Tous étaient similaires. Des hommes âgés de 20 à 50 ans, sans famille ni trop de proches autour d'eux. Tellement peu que les disparitions se faisaient signaler bien trop tard. On retrouvait les corps dans des lieux isolés tels que des motels miteux en fin fond de la campagne française, des cabanes en forêt, ou encore les parcs de jeux abandonnés. Que des endroits éloignés de la ville et presque laissés à l'abandon. Chaque potentiel témoin, comme dans les motels, n'ont jamais réussi à donner une description réelle à cette personne, puisqu'elle portait toujours un masque blanc qui lui cachait l'entièreté du visage, à part les yeux. Les corps sont toujours retrouvés dans un piteux état. Yeux arrachés, cordes vocales détruites, chair lacérée du côté droit du visage. De plus, nous avons récemment appris que cette femme viole les cadavres de ces pauvres hommes, juste après leur avoir fait subir toutes ces atrocités. C'est une femme vraiment dangereuse et qui, à ce qu'on le croit, n'est pas prête d'arrêter tout ça. De ce que l'on retient, elle fait subir aux hommes ce qu'elle a subi durant toutes ces années. Elle veut leur faire ressentir toute la douleur qu'elle a au plus profond d'elle-même, en leur offrant le visage avec lequel elle est née. Elle utilise la naïveté et la bêtise de l'homme pour s'en prendre à eux. Mais en soi, on peut se demander qui est le plus horrible dans cette histoire. Une jeune femme détruite par l'humanité à cause d'un défaut sur son visage qui souhaite se venger ?
ou bien ces personnes aveuglées par une beauté fictive imposée par la société. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais ne partez pas, les auteurs des tueurs en question ont un mot à vous dire et je vous les mets dans l'ordre. Bonsoir à tous, c'est Piraku, l'Éphialte de l'horreur. Comme vous l'aurez deviné, je suis l'auteur du tueur numéro 1, le vampire de Chester. J'ai voulu que le tueur soit un vampire parce que le personnage de ma chaîne est lui-même un vampire. À moins que ce ne soit moi. Bref, ayant vécu au Royaume-Uni durant une période, je tenais à ce que cette histoire s'y déroule. Et quoi de mieux que la ville de Chester, une petite ville médiévale, pour le décor d'un tel massacre. J'espère que son histoire vous a plu. Et peut-être, qui sait, un jour vous aurez le privilège de croiser la route du vampire de Chester. Sur ce, faites de beaux cauchemars. Bonjour à tous, je suis le créateur de la chaîne L'étrange rendez-vous. Si je vous parle actuellement, c'est que Saïko m'a demandé de lui créer un tueur. Alors, vous l'avez reconnu? J'ai créé l'Oracle. Ouais, le gourou d'une secte qui aime chatouiller les petits garçons. Et avant toute question, oui, j'ai bien caché une petite part de moi dans ce personnage détestable. J'ai absolument toujours été fasciné par l'espace, et plus précisément, une potentielle vie extraterrestre. Et malgré mon scepticisme, j'ai toujours voulu y croire. Donc quand des gens disent qu'ils sont rentrés en communication avec un peuple extraterrestre, leur histoire m'intrigue toujours autant. Bien sûr, je n'y crois pas, mais bon, ça me fait quand même rêver, ou au moins rire à défaut. Dans tous les cas, j'espère que ma modeste histoire vous aura plu. Et je tiens également à féliciter mes super collègues pour leur travail. Et un grand merci à Saïko pour sa proposition. Sur ce, je vous laisse. Ah, et à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous. Je m'appelle Creepy Stories et je suis l'auteur de l'histoire du tueur sentimental. En effet, qui d'autre que moi pouvait vous inventer un personnage aussi ambigu? Vous savez à quel point j'aime parler de sentiments dans mes histoires d'horreur, et là c'est l'exemple typique. Il sert une noble cause, à savoir rendre les gens plus humains, tout en commettant des actes particulièrement horribles. Il est finalement le spectateur d'une société en perdition, et il est complètement perdu devant celle-ci. Sa façon de procéder est particulièrement violente et aux antipodes de ce qu'il faut faire. Mais finalement, ce qu'il veut faire est plutôt noble. Il veut juste rendre les gens plus gentils, plus proches les uns des autres. Quel drôle de personnage que je vous ai créé. Je remercie Saïko de m'avoir donné l'opportunité de créer ce personnage et je vous invite à découvrir prochainement sur ma chaîne justement la lettre que celui-ci a écrite au service de police dont on a parlé dans cette petite histoire. À très bientôt et encore merci d'avoir suivi cette histoire et merci à Saïko. À bientôt. Je suis celle qui a écrit La pie humaine. Je pense même que vous allez me deviner assez facilement avec ma manière d'écrire. Mais alors pourquoi? Dedans, j'ai mis mon impulsivité, mon organisation avec un brin d'empathie. C'est une femme qui souffre et qui ne sait pas le gérer, alors elle comble son manque affectif comme elle le peut, quitte à ce que ça soit horrible. Elle me ressemble dans tout son côté, à ne pas savoir du tout gérer ses émotions et en faire n'importe quoi. Et j'aime aussi montrer des choses qui pourraient vraiment arriver. Je suis persuadée que si je cherche un fait divers similaire à cette histoire, ça s'est déjà produit. Ce qui montre à quel point nos relations avec les autres, nos sentiments, sont incroyablement importants pour l'être humain. Voilà, c'est mon côté cucu qui a fait écrire ça, même si je l'ai mis d'une manière horrible. Et du coup, je tenais à vous le partager. Je pense quand même que vous m'avez deviné assez facilement. Bonjour à tous, c'est Requiem.exe. J'ai fait le tueur qui se nomme la femme au masque, parce que je trouve que les femmes ont une approche plus complexe que les hommes. Il suffit d'un rien pour en blesser certaines, et elles peuvent se montrer très déterminées à obtenir ce qu'elles souhaitent. Évidemment, ce n'est pas le cas de toutes, mais personnellement, je trouve la plupart des femmes vicieuses et fourbes, ce qui explique pourquoi mon tueur est une femme. En plus, c'est vrai que beaucoup d'hommes se laissent amadouer par un physique, et selon moi, l'homme reste facile à piéger dans ce sens-là.
Bon, je vous fais plein de bisous et j'espère que mon texte vous aura plu. Voilà, voilà.